Pour conclure cette série d'entretiens, je vous propose de regarder l'interview que nous avons tournée avec le directeur scientifique de l'Institut Pasteur, Christophe Denfert. Il nous avait parlé en fin de semaine dernière, notamment des vaccins développés par cet éminent institut de recherche contre les maladies infectieuses. Je vous retrouve après pour la conclusion de cette première journée. Bonjour Christophe Denfert, vous êtes professeur à l'Institut Pasteur et spécialiste des levures responsables d'infections chez l'être humain. Depuis janvier 2020, vous êtes aussi le directeur scientifique de cet éminent institut où de nombreuses recherches sont menées pour tenter de maîtriser la pandémie de Covid-19. Parmi ces recherches figure l'approche vaccinale et plusieurs vaccins sont en cours de développement à l'Institut Pasteur. Vous allez nous en parler. Mais avant ça, première question, que se passe-t-il à l'Institut Pasteur lorsqu'un nouveau virus potentiellement dangereux émerge, comme ça a été le cas l'an dernier avec le SARS-CoV-2? Tout d'abord, bonjour et merci de m'avoir invité. Dans le cas du SARS-CoV-2, finalement, l'alerte est venue des équipes chinoises par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale de la santé à la fin de l'année 2019. Et donc, c'est essentiellement par le biais de bulletins épidémiologiques que nos chercheurs ont été informés d'un certain nombre de cas d'infections pulmonaires qui ne pouvaient pas être associés à un virus connu. Et comme ça qu'ils ont appris cette nouvelle épidémie. Et une fois qu'on a appris qu'un virus inconnu avait émergé, il va falloir apprendre des choses sur lui, récolter des informations. Comment ça se passe? Quelles sont les premières informations à récolter? Alors, les informations, il y a finalement deux choses qui sont importantes pour pouvoir commencer à travailler sur un virus, à essayer de comprendre sa biologie et puis de développer des stratégies pour lutter contre ce virus. C'est premièrement connaître sa séquence, son patrimoine génétique. Et ça, les équipes chinoises pour le SARS-CoV-2 l'ont fait très rapidement, mettant à la disposition de la communauté scientifique cette séquence dans les 10 premiers jours de janvier. Et puis, il y a isolé le virus pour être en mesure de l'étudier directement. Et par exemple, dans le cas du SARS-CoV-2, les équipes du Centre national de référence des virus des infections respiratoires à l'Institut Pasteur ont été capables d'isoler ce virus à partir d'échantillons qui provenaient des premiers patients infectés par le SARS-CoV-2 en France dans les derniers jours du mois de janvier 2020. Donc, c'était vraiment les deux éléments clés: disposer du virus, mais disposer de sa séquence, parce que quand on dispose de la séquence, on peut lancer un certain nombre d'expériences, et en particulier pour commencer à construire des candidats vaccins, on n'a finalement besoin aujourd'hui que de disposer de la séquence d'un virus. Alors justement, en parlant de candidats vaccins, l'Institut Pasteur avait 3 candidats vaccins dans les starting blocks très rapidement. La question c'est pourquoi 3 candidats et quelle était la différence entre ces 3 candidats, si vous pouvez nous en dire 2 mots? Alors, ce que vous voyez clairement aujourd'hui avec les différentes stratégies vaccinales développées contre la COVID-19, c'est que elles reposent sur différentes plateformes vaccinales qui chacune ont leurs caractéristiques. Donc, par exemple, on entend parler de la vaccination ARN, et donc vous allez ici utiliser des molécules d'ARN messager encapsulées dans des nanoparticules. Vous entendez aussi parler du vaccin développé par Oxford et AstraZeneca qui utilise un adénovirus. Donc, ce sont deux types de plateformes vaccinales. Et donc, le choix de l'Institut Pasteur, dès le départ, a été de se porter sur 3 plateformes vaccinales. Une plateforme basée sur le vaccin atténué de la rougeole, une plateforme qui utilise l'antivirus, et puis une plateforme de vaccination ADN. Et chacune de ces plateformes a des propriétés différentes qui peuvent porter sur sa facilité d'utilisation, sur le coût de production, sur le type d'immunité que cette plateforme permet d'induire. Et donc, il est intéressant, surtout quand on ne connaît rien finalement de précis à la maladie, de se lancer sur différentes stratégies vaccinales.
Et est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de ces avantages justement pour chaque vaccin? Le vaccin à ARN messager, euh, quels sont ses avantages par rapport au vaccin à l'antivirus ou au vaccin basé sur un vecteur rougeole? Alors, je dirais que ce qu'on a vu avec le vaccin ARN messager, c'est effectivement la vitesse à laquelle ce vaccin a pu être développé. Donc, il est relativement facile de conception, même si cela repose sur de longues années de travail, de recherche qui ont permis à la fois de stabiliser l'ARN, mais aussi de développer des nanoparticules qui permettent de le délivrer au site de l'injection. Il y avait plus de risques avec les vaccins ARN messagers et ça a été un véritable succès. On le voit aujourd'hui, mais quand les équipes de Moderna ou de BioNTech se sont lancées dans cette course au vaccin ARN avec la technologie ARN messager, peut-être qu'un certain nombre pensaient qu'ils n'y arrivaient pas. À côté de ça, en fait, la vaccination qui utilise le vaccin atténué rougeole ou le vaccin, la plateforme l'antivirus, finalement utilise un virus atténué dont on va modifier le patrimoine génétique. Et dans le cas de la rougeole, c'est donc un virus qui va être capable de se répliquer dans nos cellules et donc de conférer une immunité de très longue durée et avec des coûts qui sont extrêmement réduits. Euh, L'antivirus, hein, l'intérêt que cette plateforme présente, c'est non seulement de provoquer des réponses immunitaires humorales, la production d'anticorps, hein, mais aussi de provoquer des réponses cellulaires, des réponses cytotoxiques qui peuvent être très importantes pour contrôler le virus. Donc vous voyez, chaque plateforme a ses spécificités et donc il est intéressant d'essayer de développer des candidats vaccins avec chacune de ces plateformes et de voir laquelle est la plus appropriée par rapport à la maladie, en l'occurrence la COVID-19. Dans le cas du vaccin à l'antivirus, l'idée serait en plus de pouvoir l'administrer en pulvérisation nasale pour renforcer l'immunité au niveau des muqueuses, là où entre le SARS-CoV-2, si j'ai bien compris. Alors effectivement, vous avez raison. Dans le cas de la plateforme l'antivirus, les résultats de l'équipe dirigée par Pierre Charnot à l'Institut Pasteur, qui est en fait une équipe commune entre l'Institut Pasteur et une société de biotechnologie qui s'appelle TerraVectis, ont permis de montrer que le candidat vaccin était extrêmement efficace lorsqu'il est utilisé en instillation nasale, ce qui peut permettre effectivement de penser à un vaccin qui chez l'homme serait utilisé au niveau nasal plutôt que par injection, comme on le fait aujourd'hui avec les vaccins ARN messagers ou les vaccins adénovirus tels celui de Oxford AstraZeneca. Et dernière question, vous parliez tout à l'heure du risque lié au vaccin ARN, vous parliez bien évidemment du risque d'échec, puisqu'on avait peu de recul sur une utilisation chez l'être humain de ce type de vaccin. Les échecs, malheureusement, sont fréquents dans l'industrie pharmaceutique. Il s'agit de développer des médicaments ou des vaccins. Sur les 3 vaccins qu'avait lancé l'Institut Pasteur, le vaccin rougeole a dû être abandonné. Alors, pour quelles raisons et où en sont les 2 autres? Qu'est-ce qu'il reste à faire pour pouvoir espérer les commercialiser ou en tout cas les mettre à disposition des gens? Alors effectivement, hein, nous avons décidé au début du mois de janvier, en lien avec notre partenaire industriel Merck, d'arrêter le développement du candidat vaccin basé sur le vaccin atténué rougeole. Euh, la raison est assez simple, c'est que les réponses immunitaires qui étaient induites par ce vaccin chez les volontaires lors de l'essai clinique de phase 1 étaient bien inférieures à celles qu'on observe par exemple chez les convalescents ou chez des personnes qui ont été vaccinées avec les vaccins qui sont en cours d'utilisation. Et donc, sur ces résultats, on pouvait
pensaient que ce candidat vaccin ne serait pas efficace pour protéger contre la Covid. Donc nous sommes en train d'essayer d'analyser tous les résultats précliniques et cliniques pour essayer de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas dans ce candidat vaccin, et nous n'excluons pas de repartir sur le développement d'un nouveau candidat vaccin qui utiliserait le vaccin rougeole comme plateforme et qui n'aurait pas les défauts du premier candidat. Pour ce qui est du vaccin qui utilise la plateforme lentivirale, hein, nous sommes en train de réfléchir à la mise en place d'un essai clinique de phase 1. Le vaccin qui utilise la plateforme ADN est encore au stade des recherches précliniques. Nous nous interrogeons sur la possibilité de le recalibrer en vaccin ARN. Voilà, donc je pense qu'on est toujours concentré sur le développement d'un vaccin, parce que je pense que au-delà des vaccins dont on dispose aujourd'hui, d'autres vaccins seront nécessaires dans le futur, qui puissent permettre de lutter au mieux contre les variants, d'apporter non seulement une réponse humorale, mais aussi une réponse cellulaire, des vaccins qui soient, si possible, à moindre coût pour pouvoir avoir un impact dans les pays à ressources limitées. Donc il y a encore beaucoup d'enjeux dans la recherche de vaccins contre la Covid, et nous entendons y participer. Merci beaucoup pour ces explications très claires, et puis on vous souhaite bon courage et bonne chance pour la suite de ces recherches. Merci beaucoup à vous. Alors, je me permets de corriger une petite erreur dans la transcription de l'interview de Christophe Denfert. Il s'agissait de l'antivirus LENTIVIRUS, qui sont les virus de la famille à laquelle appartient le VIH, et non pas de l'antivirus comme celui qu'on a sur nos ordinateurs. Cette série d'interviews consacrée au vaccin contre la Covid-19 est à présent terminée. Je remercie chaleureusement tous nos intervenants, et je vous invite à nous retrouver dès demain à partir de 11h pour une seconde journée consacrée aux innovations en santé. Vous pouvez consulter le programme détaillé sur le site de la Cité des sciences et de l'industrie, cité-science.fr. Merci beaucoup et à très bientôt.